Nous sommes le jeudi 28 août. Voici à la une. Bonjour, bon jeudi, bienvenue à l'émission. Mathieu Bellumeur au microphone, content de vous retrouver. Merci d'être des nôtres encore ce matin. J'espère que vous allez bien. On va revenir ensemble dans les prochaines minutes sur, bien sûr, Ça clique, cette enquête, cette commission Galant qui va se poursuivre aujourd'hui. Hier, témoignage suite et fin du témoignage d'Éric Kerr, l'ancien ministre responsable du numérique au gouvernement caquiste de François Legault. Et il y a eu quand même certaines révélations. On va vous faire le bilan de tout ça et vous dire ce qui s'en vient pour la journée d'aujourd'hui. On est vraiment là, dans le cœur des témoignages du politique et des hauts dirigeants, anciens hauts dirigeants de la SAAQ. Jean-Philippe Robillard sera avec nous un peu plus tard à l'émission. Et on va revenir sur cette guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis. On a parlé de cette rencontre entre Dominique Leblanc et Howard Lutnick. Qu'est-ce que ça a donné? À quel point ça a avancé? Est-ce que finalement, on peut penser qu'on est près d'une entente avec nos voisins américains? Hier, Dominique Leblanc était de passage sur le plateau de notre collègue Patrice Roy et ma collègue Marie-Michel Bordua sera avec nous pour résumer et vous faire entendre des extraits de cette entrevue. Véronique Méran est à mes côtés pour tout de suite. Bonjour Véronique. Bonjour Mathieu. À la météo aujourd'hui, un petit peu plus de degrés et de nuages. On ajoute toujours quelque chose. On ajoute toujours quelque chose. Voilà, on y va avec ça. Une tendance à l'ennuagement. Les gens des Laurentides, secteur de l'Outaouais, verront déjà là, les premières averses ce matin. On a même émis des avertissements de pluie abondante pour les régions plus au nord. Je pense à Mont-Tremblant, par exemple. Là, on pourrait dépasser la 50aine de millimètres. Une pluie qui va quand même faire du bien. Oui, c'est ça, j'allais dire. On n'a pas eu beaucoup d'avertissements du genre dans les derniers mois. 41 mm, c'est ce qui est tombé à Montréal depuis le 1er août. 13 mm seulement du côté de Gatineau, 9 à Sherbrooke. Alors, sec. C'est très peu. Vraiment. Donc, cette pluie sera bienvenue. Ça commencera ce matin pour les Laurentides, la Naudière, secteur de l'Outaouais. Ça devrait toucher Montréal en après-midi, fin de journée, sous forme de quelques averses, mais c'est surtout dans la nuit de jeudi à vendredi, donc la nuit prochaine que ça va tomber. Vendredi, on sera en régime d'averses avec des températures aujourd'hui qui varieront entre 21 et 23 degrés. Des vents sud-ouest assez soutenus, c'est du 20-40 km à l'heure. Demain, des vents sud-ouest, une vingtaine de kilomètres à l'heure. Le ciel est assez gris demain. Averses, orages dispersés. Les températures, 15 à 18. Alors, c'est pas chaud. Et pour la longue fin de semaine, qu'est-ce qui s'en vient? C'est peut-être samedi, la moins intéressante des journées. On sera encore en régime d'averses et de fraîcheur, 15 à 18 degrés. Dimanche, il y aura amélioration. Le soleil va ressortir là-dedans. La tendance va être au dégagement. Les températures vont remonter. 22, 24 degrés et 25, 26 pour la journée de lundi, avec un soleil dominant de l'air sec. Alors, on commence ça de façon maussade et par la suite, les amateurs de l'été vont trouver leur compte en fin de long week-end, assurément. Du côté de l'Abitibi, les averses sont déjà bien présentes. Ça va cesser cet après-midi. Par la suite, une quinzaine de degrés, amélioration dès demain. La fin de semaine sera belle en Abitibi. Le Saguenay, le lac Saint-Jean, sous un ciel assez nuageux, un peu de pluie dès cet après-midi. Ça devrait cesser ce soir. Il y aura encore quelques averses là, dispersées demain. La vingtaine de degrés. Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord, plutôt beau. Ciel variable en après-midi, 19 à 21 degrés. Beau demain aussi. Les précipitations arriveront plus tard. En territoire ontarien, c'est variable sur la portion nord. On a quelques averses au centre. Les températures redescendent un peu, 15-20 degrés. Ennuagement pour Toronto-Windsor. Ce sera sous forme d'averses et d'orages cet après-midi, les précipitations. 20-21 au thermomètre. Ottawa aussi. Les averses commencent ce matin. C'est la vingtaine de degrés qu'on aura comme maximum. Et la chaleur se poursuit dans l'ouest sous un ciel un peu plus nuageux. Du côté de Vancouver, 24 à 28 degrés. Et toujours ces avertissements de chaleur dans les prairies avec des maximums aussi entre 29 et 33 degrés. Un soleil dominant. Ça reste comme ça jusqu'à lundi, inclusivement dans les prairies. Parfait. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Olivier Pellerin est là au sport. Bonjour. Bon, ben c'est fini maintenant. Oui, elle vient de l'écouter. Léla Fernandez en 3 manches. Mais quelle belle performance. Et elle passe ainsi, Lélani Fernandez, au 3e tour.
Dans une rencontre qui a été compliquée hier, dès la première manche, face à la Française Elsa Jacquemot. Leilani Fernandez qui a été victime de 16 fautes directes, je vais prendre mon temps. Dans cette première manche, elle a peut-être effectivement, comme je l'ai fait, précipité un peu son jeu face à la Française, peut-être trop confiante face à une adversaire qui était à sa portée. Elle a perdu justement cette première manche 6-2 et par la suite, elle a bien récupéré. Elle a varié son jeu beaucoup plus à l'attaque, beaucoup plus dans la réussite d'ailleurs face à la Française et elle est allée chercher les 2 manches suivantes donc pour remporter le match en 3 manches. Donc 2-6, 6-3, 6-2 pour Leilani Fernandez qui aura toute une commande devant elle pour son match de 3e tour puisqu'elle affrontera la numéro 1 mondiale, la Bélarusse Aryna Sabalenka, qui a remporté hier son 30e match en carrière au US Open, donc pour se qualifier pour ce 3e tour. Les 2 femmes s'étaient rencontrées à une reprise, c'était en 2021. Aux internationaux des États-Unis. C'était en demi-finale. Leilani Fernandez avait remporté le match en 3 manches pour aller participer à cette finale. Et donc, ça date. Là, on s'entend que les joueuses ont beaucoup évolué depuis. Aryna Sabalenka est devenue une référence, disons-le, sur le circuit féminin. Donc, un match qui sera très, très intéressant à surveiller. Puis d'ici là, Leilani Fernandez pourra jouer son premier match de double avec Venus Williams. On en a parlé là, de cette belle fleur, cette belle surprise qu'elle a eue. En fait, c'est pas tant de surprise. On a compris que c'est plutôt le clan Fernandez qui a approché Venus Williams lorsqu'elle s'est vue donc ouvrir les portes du double féminin. C'est le clan Fernandez qui a approché l'Américaine et elle a accepté. Donc, on surveillera ça aujourd'hui. Tout comme les matchs chez les hommes des 3 Canadiens, les 3 sont en action aujourd'hui. Félix Auger-Aliassime, Gabriel Diallo et Denis Shapovalov joueront aux internationaux des États-Unis. Félix Auger-Aliassime, ce sera contre le Russe Roman Safiullin, Gabriel Diallo contre l'Espagnol Jaume Mounard et Denis Shapovalov contre le Français Valentin Royer. Donc, un tableau assez chargé aujourd'hui. Un mot maintenant sur les championnats canadiens de patinage de vitesse courte piste. Oui, parce qu'il y a des leaders qui se détachent. On est en championnat canadien pour déterminer les 6 athlètes féminines et les 6 athlètes masculins qui représenteront le Canada lors de la prochaine saison du circuit mondial de courte piste et aussi par le fait même qui devrait représenter le Canada lors des prochains Jeux olympiques qui auront lieu l'hiver prochain à Milan et Cortina d'Ampezzo. Et parmi les patineurs qui se détachent, il y a certainement Courtney Sarrow qui est parfaite. 6 médailles d'or en 6 épreuves depuis l'ouverture de ces championnats canadiens. Hier, elle a remporté le 500 mètres et le 1000 mètres. Je le disais, 6 médailles d'or pour elle. C'est exceptionnel. Elle est déjà qualifiée, donc elle est déjà assurée de prendre la tête dans toutes les distances au classement de ces championnats canadiens. Et c'est assez impressionnant parce qu'elle revient d'un long parcours. Les 2 dernières années ont été difficiles. On parle de surmenage. Elle a subi aussi une commotion cérébrale, ce qui l'a forcée à demeurer sur la touche, à travailler sur sa préparation physique, préparation mentale aussi. Donc, une pause qui a été salutaire pour elle dès la saison dernière. Elle était de retour en force aux mondiaux, entre autres. Et là, la voilà, tête d'affiche, littéralement. Là, c'est la meilleure Canadienne pour l'instant qui s'impose. Chez les hommes, il y a aussi William Danginou qui est en train de se détacher, qui lui aussi sera certainement de cette équipe canadienne. Donc, on est vraiment dans ces préparatifs pour une saison qui sera fort intéressante, très importante aussi, où on mettra la dernière touche à la préparation pour aller défendre les couleurs du Canada dans ces épreuves de patinage de vitesse courte piste. On sait que c'est toujours populaire. Ben oui. C'est toujours fertile aussi en médailles. Et donc, c'est une petite préparation. À voir aussi des jeunes qui se pointent le bout du nez là, dans ces épreuves et qui pourraient peut-être se faire une place au sein de l'équipe senior et qui pourraient peut-être aussi surprendre effectivement lors des prochains Jeux olympiques. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. À demain. Depuis le début de cette guerre commerciale avec les États-Unis, on a été habitué à des échéances. Ça va avancer, on va se reparler dans un mois. Il risque d'y avoir des développements dans X nombre de semaines. Là, la guerre cette guerre commerciale avec les États-Unis, en tout cas, n'est pas sur le point de se régler si on se fie aux propos du ministre responsable du commerce Canada-États-Unis, Dominique Leblanc, qui était hier en entrevue à Radio-Canada. Marie-Michel Borduas est en studio avec nous. Bonjour, Marie-Michel. Bonjour, Mathieu. On va revenir donc sur cette entrevue. Il est
était sur le plateau de notre collègue Patrice Roy pour faire le bilan de cette rencontre avec le secrétaire américain au commerce. Il rentrait à peine de Washington. Voilà, dès son retour, il a été clair sur le fait que ce ne sera pas demain où on va voir cette entente arriver. S'il donne peu de détails sur le contenu des discussions, comme c'est le cas depuis le début des négociations, il était quand même clair sur ce point-là là, à l'émission en direct avec Patrice Roy sur les ondes d'ici RDI. Je vous propose d'emblée de l'entendre. Honnêtement, moi, je trouve que la conversation au bureau de M. Lutnick, on a avancé dans le sens, on a compris davantage le travail qui reste à faire. On n'est pas à la veille d'avoir une entente, là. Le ministre Leblanc qui a discuté, en fait, pendant environ 90 minutes avec le secrétaire américain Howard Lutnick. Son objectif, c'est d'alléger les droits de douane imposés par Donald Trump sur des secteurs clés de l'économie. Il faut dire que la majorité des exportations canadiennes, elles ne sont pas touchées par les droits de douane. C'est en vertu de l'accord Canada-États-Unis-Mexique, l'ACEUM, qui exempte les produits conformes à l'entente. On parle de près de 97 % là, des produits, mais il reste des secteurs stratégiques qui sont durement atteints par les tarifs. L'acier, l'aluminium, l'automobile aussi, le bois d'œuvre, vous les entendez, là, ces secteurs, depuis le début des négociations. Dominique Leblanc qui explique que, justement, c'est ces secteurs-là qui rendent la chose complexe. Il juge tout de même que le Canada est en meilleure position que d'autres pays qui ont signé une entente. Je vous laisse entendre. On est très intégré avec les Américains dans des secteurs stratégiques où M. Trump a imposé des tarifs comparés à d'autres pays. Et dans ces ententes qu'il a signées avec ces autres pays-là, il n'a pas réduit ses tarifs stratégiques sur l'article 232 de la loi américaine. Alors, comparativement, on est dans une meilleure position que tous les autres pays, mais il reste en sorte que ces secteurs-là deviennent très urgents. Et dans l'entrevue, Dominique Leblanc précise aussi que les Américains arrivent souvent avec de nouvelles demandes. C'est ce qui explique, selon lui, qu'il n'y a toujours pas d'entente, même si, je vous ramène, il y a quelques mois, là, avant le G7, le premier ministre Mark Carney avait bon espoir là, d'un accord imminent. On n'y est toujours pas. Quelques mois plus tard, le ministre dit que le Canada a pris des décisions pour ouvrir la voie à une entente. Une de ces décisions, c'est peut-être ce qu'on a appris là, lorsque Mark Carney a annoncé qu'il allait retirer certains contre-tarifs sur des produits américains. Est-ce que Dominique Leblanc s'est expliqué là-dessus? Bien, on comprend que le but visé, c'est de réduire les tensions avec le président pour justement faire avancer les négociations, s'assurer du respect de l'ACEUM. Voici un extrait de l'échange entre le ministre Dominique Leblanc et Patrice Roy. Juste pour être clair, vous dites, si on n'avait pas donné ces choses-là qu'il voulait, enlever la taxe numérique, entre autres, ça aurait pu être pire. Il aurait possiblement enlevé l'exemption que le Canada bénéficie sous l'ACEUM, l'entente de libre-échange. Ça aurait été dévastateur pour l'économie canadienne si on avait imposé un tarif de 25 ou 35 % avec pas d'exemption pour 97 % de nos exportations. Donc, loin d'une entente, oui, mais il y a encore des échanges, là, des rencontres prévues cette semaine entre le Canada et les États-Unis sur des aspects plus techniques. Et tout ça alors qu'on est à l'aube aussi de la révision de la CEUM qui doit avoir lieu cet automne. Merci beaucoup, Marie-Michel. Bonne journée. Bonne journée. Gabriel Lemarquand-Perrault est dans notre studio d'Ottawa pour la revue de presse. Bonjour Gabriel. Bonjour Mathieu. On va parler dans quelques minutes avec notre collègue Jean-Philippe Robillard de ce qui s'est dit à la commission Galland sur le fiasco Saclic, mais on apprend ce matin, en parallèle dans la presse, qu'il y a 4 suspects qui sont dans la ligne de mire des policiers. 4 suspects soupçonnés d'une série de crimes en lien avec le fiasco Saclic, dont un fonctionnaire soupçonné de corruption. C'est ce que révèlent des documents obtenus en exclusivité par la presse. L'enquête criminelle est toutefois freinée par la direction de la SAAQ qui empêche actuellement les policiers d'accéder à certains documents délicats. Questionnée à plusieurs reprises hier par la presse, la direction de la SAAQ a refusé de dire pourquoi elle souhaitait soustraire des documents du dossier Saclic aux yeux des policiers. Des documents, par contre, consultés par la presse qui confirment pour la première fois que les policiers soupçonnent qu'il y a bel et bien eu de la corruption dans le dossier Saclic.
explique ce que n'a pas permis de démontrer clairement la preuve présentée à la commission Galland jusqu'ici. Donc, la commission qui va entendre mardi, je vous rappelle, François Legault. Vous allez d'ailleurs en parler au cours des prochaines minutes. Effectivement, Jean-Philippe sera avec nous. Plus de 1500 postes d'enseignants toujours à pourvoir au Québec. Oui, alors que la rentrée scolaire se poursuit un peu partout en province, il reste encore 1509 postes d'enseignants pour voir dans les écoles de la province, selon cette dernière mise à jour du tableau du ministère de l'Éducation daté du 25 août. Le réseau a ainsi trouvé un peu plus de 1000 nouveaux enseignants depuis le 18 août. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, qui mentionnait hier en mêlée de presse qu'on s'en va dans la bonne direction, mais quand même toujours ce contexte d'incertitude budgétaire. Et d'ailleurs, ce matin, dans le Journal de Montréal, vous avez une lettre ouverte signée par plus d'une vingtaine d'acteurs du milieu de l'éducation, des syndicats, des membres du personnel aussi, qui s'unissent pour dénoncer ce contexte d'incertitude budgétaire. Par ailleurs, une nouvelle étude de l'Observatoire québécois des inégalités montre, entre autres, que les jeunes des régions rurales accèdent moins à l'université. Alors, étude publiée ce matin, vous avez un article dans les pages du Devoir ce matin concernant cet accès aux études supérieures pour une troisième année consécutive. L'Observatoire qui publie son bulletin de l'égalité des chances en éducation, une étude qui documente les inégalités scolaires, et on observe que la région de résidence est liée à la probabilité pour un jeune de poursuivre des études postsecondaires, surtout pour les jeunes dont les parents sont peu scolarisés. Maintenant, parlant du cégep, eh bien, ce matin aussi, cri du cœur de Marie Montpetit, un peu partout dans les journaux, que ce soit dans le Devoir, dans le Soleil également et dans la presse. Marie Montpetit, qui est la présidente directrice générale de la Fédération des cégeps, qui dit que les cégeps font actuellement face à une montagne de défis. Elle s'explique mal ce matin que le réseau se retrouve dans un contexte de gel d'embauche et de compression alors qu'il y a une augmentation de la population étudiante. On parle d'une croissance quand même de 5 %. Alors, elle espère qu'à l'instar du réseau de l'éducation primaire et secondaire, un réinvestissement sera accordé au réseau collégial. Sur le site de Radio-Canada, ce matin, on apprend qu'il y a des compressions dans un programme pour sécuriser les zones scolaires. Ben voilà, parlant d'éducation, 2 ans après s'être engagé à investir annuellement 38 millions de dollars dans des projets pour sécuriser les trajets scolaires, le gouvernement du Québec recule sur sa promesse. Il y a 2 ans, en 2023, la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbeault, qui s'est engagée à renforcer la sécurité routière, en particulier celle des écoliers. Elle avait annoncé un investissement de 38 millions de dollars. Or, 2 ans plus tard, le financement annuel pour l'ensemble du Québec est réduit de près de moitié, ce qu'on apprend ce matin, et ce que dénoncent des organismes comme Piétons Québec et Vélo Québec. Et enfin, une rentrée sous le signe d'une fusillade à Minneapolis. 2 enfants qui ont été tués hier. Une femme de 23 ans qui a ouvert le feu hier dans une église de Minneapolis, attenante à une école catholique, tuant ainsi 2 enfants. La tireuse qui s'est suicidée sur place. Donc, plusieurs articles dans les journaux ce matin. C'est la une de quelques journaux chez nous. On parle notamment du Globe and Mail, 2 enfants tués lors d'une fusillade dans une église de Minneapolis, et le Toronto Star, une tragédie indescriptible, des images qui bouleversent, qui crèvent le cœur ce matin dans les journaux. Merci beaucoup, Gabriel. Bonne journée. Au revoir. Oui, ça clique. Revenons-y. Vous avez cette nouvelle, effectivement, dans la presse de ce matin sur cette enquête, soupçon donc de corruption. Et parallèlement à tout ça, la commission Galland, hier, a poursuivi ses travaux avec le témoignage de l'ancien ministre Éric Kerr. Il a parlé d'une histoire d'horreur pour décrire l'ampleur du fiasco SACLIC. Après plusieurs heures, l'ancien responsable de la cybersécurité et du numérique au gouvernement Legault a terminé son témoignage. Jean-Philippe Robillard va nous résumer tout ça. Bonjour, Jean-Philippe. Bonjour, Mathieu. D'ailleurs, le ministre a été émotif à un certain moment à la fin de son témoignage. On pourrait dire même très émotif, Mathieu, quand il a évoqué les raisons de sa démission de son poste de ministre. Il a même eu besoin d'une pause là, avant de poursuivre son témoignage là, pour lui permettre de respirer, de se ressaisir un peu, parce que selon mes collègues qui étaient sur place, Éric Kerr était vraiment ému là, quand il a parlé de cette période-là, de ce moment-là, où donc il a démissionné. Là, c'est en février dernier. C'est quelques jours seulement après le dépôt du rapport de la vérificatrice générale du Québec,
là, qui parlait de ratés, de dépassement de coûts évalués à environ 500 millions de dollars dans le projet de modernisation informatique de la SAC. Et Éric Kerr, Mathieu, a dit qu'il a quitté le cabinet parce qu'il ne voulait pas revivre ce qu'il avait vécu 2 ans plus tôt lors du lancement raté de SAC-Clic, où il dit avoir subi, je le cite, une raid de machine à laver dans les médias. On l'écoute. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que vous vouliez dire par là et la raison de votre démission? Je vais essayer. Ce matin-là, c'était le point de presse, la meute. Là, je revoyais l'article. Je nous revoyais revivre l'enfer des 2 dernières années, de repartir. Puis moi, je voulais pas refaire vivre ça à ma famille. Là. C'était pas question que mes enfants revivent ça. Il n'y a pas une job qui vaut ça, monsieur le commissaire. Là. Fait que j'ai offert ma démission au premier ministre. Et on a appris que le lancement raté de SAC-Clic a agacé le premier ministre Legault. Oui, le premier ministre Legault qui a envoyé un courriel à Éric Kerr, c'était en mars 2023, alors qu'il y avait des problèmes, on le sait, avec la nouvelle plateforme, qu'il y avait des longues files d'attente devant les succursales de la SAC. Et dans le courriel, le premier ministre a écrit, je le cite, Mathieu, « Je suis à me demander si je dois congédier le président de la SAC. On a l'air du fédéral avec ses passeports », a écrit François Legault dans ce courriel qu'il a envoyé à Éric Kerr, ce à quoi l'ex-ministre Éric Kerr a répondu, et je le cite, « Ce que je peux te dire, c'est que M. Marcellet est crissement pressé de nous jeter devant l'autobus maintenant que son projet bat de l'aile », écrivait donc Éric Kerr, l'ex-ministre, à François Legault. Le ministre Kerr a d'ailleurs révélé qu'à l'époque, là, il avait demandé que la SAC soit mise sous tutelle. On a également appris hier à quel moment donc le premier ministre Legault va témoigner devant la commission Galland. C'est mardi prochain. On écoute le premier ministre. C'est sûr que j'aime pas ça, ce que j'entends depuis le début avec le dossier SAC-Clic. Moi, je vais témoigner le mardi prochain. Je pense qu'il faut que tous les gens impliqués acceptent de témoigner et qu'on fasse la lumière complète dans ce dossier-là. Et aujourd'hui, c'est l'ex-PDG de la SAC, Éric Ducharme, qui doit témoigner. Encore une fois, Mathieu, on peut s'attendre à une version différente là, de ce qu'ont dit les ministres qui ont témoigné jusqu'à présent, les ministres du gouvernement qui ont témoigné jusqu'à présent là, devant la commission. Là. Et pendant que la commission se déroule, Radio-Canada a appris qu'il y a 3 membres du CA, du conseil d'administration de la SAC, qui ont démissionné depuis justement le début de la commission Galland. Oui, ils ont tous quitté leurs fonctions. C'était au mois de juillet et août, alors que leur mandat, Mathieu, est encore tous valides pour plusieurs mois. La SAC n'a pas voulu dévoiler, par contre, là, les raisons qui ont été invoquées pour expliquer ces démissions-là. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Oui, c'est sûr qu'on va suivre effectivement le témoignage d'aujourd'hui d'Éric Ducharme, ex-PDG de la Société de l'assurance automobile du Québec, à cette commission Galland. Sinon, on aura des nouvelles du directeur parlementaire du budget à Ottawa qui doit publier un rapport sur la projection des dépenses fédérales consacrées au personnel. Ça risque de retenir l'attention, ça aussi. Sinon, à l'Assemblée nationale du Québec, ce sera l'assermentation du député d'Arthabasca, Alex Boissonneau, nouveau député qui a été élu lors de l'élection partielle. Donc, ça, c'est un représentant, Alex Boissonneau, du Parti québécois, bien sûr. Voilà pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée.